Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale du balado sur le Festival Fantasia 2022. On a deux invités très spéciales avec nous. D'abord, bonjour Raphaël, ça va bien? Ah, salut Chloé. Moi, je suis pas un invité spécial, je suis Non, assez toi, t'es récurrent. pas. Ouais, c'est ça. Toi, c'est la petite routine. Mm. On a avec nous Marc Boisclair et Jean-François Croteau de Horreur Québec. Chers collègues, Hello! Bonjour. est-ce que ça va bien? Ça va? On est fatigué, hein? C'est la Oui. fin du festival pour nous. Oui. Surtout toi, JF, t'es rendu à combien de films là, que t'as vu cette année? Je crois 69. C'est incroyable. Plus C'est incroyable. 24 courts-métrages. Jeff, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je ne sais pas comment ton cerveau fonctionne parce que rendu à ce nombre-là, moi, tout se mélangerait dans ma tête. Ça ferait comme un... Je me souviendrais plus du premier que j'ai vu. En tout cas, moi, je serais pas capable. Ah, mais Félicitations. ouais, mais c'est ça, être cinglé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Non, je sais qu'il y a des soirs que j'avais mal aux yeux à force de lire des sous-titres. Ben là, je comprends. Mais non, c'est fun. Non, mais je te jure, ton cerveau fonctionne différemment. C'est intéressant. Oui, je suis d'accord. Si c'est une folie, c'est une belle folie. Là. Oui. Dans très peu, fait que ça me donne du temps, je présume. Donc, aujourd'hui, on a préparé deux longs métrages chacun. Étonnamment, on a tous sélectionné des longs métrages différents. Puis, à la toute fin, on a deux entrevues exclusives pour vous. La première avec le réalisateur de The Harbinger, Andy Mitton. Et la deuxième avec nul autre que Slash, la légende du rock. Oh my God. Oh que oui. Y a-tu été fin, Slash? C'était tellement gentil. Ouais, vraiment. On avait un peu l'impression de parler avec n'importe quel autre fan d'horreur qu'on rencontre dans un festival. Là, ça a été très facile dès le Très départ. cool. Ouais. Ouais. Même chose pour Andy Mitton d'ailleurs, qui est un peu moins connu, mais qui a été tout aussi intéressant. très sympathique. Voilà. Donc, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Mais en fait, on va faire ça de façon informelle. Là. On va comme lancer quelqu'un. Après ça, on va chacun un tour parler de notre film puis faire une espèce de tour comme ça. Puis on intervient quand on a besoin d'intervenir, là, quand on a des choses à ajouter. Quand on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord aussi, évidemment, ce qui risque d'être le cas dans certains cas. Donc, c'est ça. On ne se prend pas trop au sérieux. C'est une conversation entre amis, comme d'habitude. Donc, peut-être que je commencerai par toi. Justement, Marc, là, quel film tu peux Sérieux? présenter en premier? C'est moi qui brise la glace. Pourquoi pas, t'es le dieu de l'horreur après tout. Hein? Ah, merde. Écoute, je vais commencer avec un des premiers films qui a été, qui a été présenté dans les premières journées. C'est le film Coupé, le fameux remake de One Cut of the Dead. JF, dis donc le nom du réalisateur parce que j'ai peur de me mettre les pieds dans les plats. Je suis pas capable de le prononcer. Sérieux? C'est une honte parce que... Oui, c'est Michel... Michel Hazanavicius. Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est bon. Hey, il est réalisateur aussi bravo. des OSS 117 puis de The Artist. The Artist qui a remporté évidemment un Oscar. En fait, c'est The Artist qui a remporté un Oscar ou c'est lui pour réalisation, je me souviens. Les deux. Les deux? Il me semble que les deux. Il est quand même meilleur film, en tout cas. En tout cas, c'est quand même assez exceptionnel qu'un réalisateur, un grand réalisateur, maintenant, on peut l'appeler ainsi, maintenant qu'il est oscarisé, se jette dans la production d'un film hommage à la série B. Je tenais à en parler parce que, tu sais, quand on se retrouve en file dans Fantasia, on rencontre des gens, là, ça fait, en fait, c'est cool parce que c'est des gens que ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu en personne, tu sais, vu que le festival revient en présentiel. Puis la question, c'est comme, as-tu vu des bons films? Puis moi, j'inclus toujours Coupé dans ça puis la réaction que j'obtiens, c'est comme, hein, mais t'as-tu vu l'original? Ben, je suis comme, ben oui, j'ai vu l'original. Les gens sont comme surpris que ce remake-là se retrouve dans la liste des bons films, on dirait. Puis
la salle n'était pas très remplie, même quand on l'a vu. J'étais surpris, mais vous avez manqué un bon film parce que Coupé m'a fait rire aux larmes, en fait. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous l'avez manqué, là, craignez pas, le film sort en salle au Québec en octobre. J'ai la date sous les yeux dans 3 secondes, le 7 octobre. Fait que ça va sûrement jouer en fait au du parc ou dans les salles un peu plus alternatives. Peut-être qu'il y aura des options à Québec. Je ne sais pas encore, mais il va y avoir quand même une distribution au Québec. Si vous avez la chance de voir ça au mois d'octobre, le mois le gros mois des sorties horreur, ben, je pense que vous pouvez mettre celui-là dans votre liste. En fait, je disais que c'est un hommage au film de série B, mais je trouve que c'est aussi un hommage sur l'art de faire des films, en fait. Puis, c'est tellement un feel-good movie, ben, autant que l'original, en fait. Puis, mais en fait, je dirais que j'ai apprécié celui-ci une petite coche au-dessus. Moi aussi. Je trouvais, je ne sais pas si c'est peut-être dans la traduction, tu sais, le premier, bon, en fait, on le regarde en version originale avec des sous-titres, mais il y a quelque chose dans les dialogues qui est encore plus, qui est venu encore plus me chercher. Il y a des personnages qui sont absolument incroyables. Je pense au personnage du vieux Monsieur Sou, écoute, qui a comme genre. Il est incroyable. Là. Il y a comme quelques lignes au scénario, mais c'est des lignes comme d'anthologie. C'est des lignes que je me souviens. La joke LGBT, ils ont mis du LGBT dans mon verre à place de dire ils ont mis du GHB. Écoute, je braillais dans la salle. Mais c'est la livraison de tout ça aussi qui est impeccable. Mais c'est surtout un film sur l'art de faire des films. Puis, c'est un film qui, nous, on n'est pas des cinéastes, hein, mais c'est un film qui m'a donné envie de faire un film, en fait. C'est comme, puis autant, tu sais, bon, en fait, pour résumer, s'il y en a qui n'ont pas vu l'original, si vous n'avez pas vu l'original, voyez l'original, premièrement, qui s'appelle One Cut of the Dead, qui est un film japonais, je ne me trompe pas, hein. Corrigez-moi. Coréen. C'est coréen. On dirait que je me mélange tout le temps, mais il me semble que dans ma tête, je pense que c'est coréen, mais c'est japonais finalement. Ah, je vous fais pitonner vite. Bref. Japonais, c'est japonais. Japonais, hein? Merci Google. Ouais, et d'ailleurs, elle est disponible sur Shudder actuellement. Shudder, ouais, en exclusivité. Peut-être aussi à la location numérique, il faudrait vérifier. Wow, il est disponible sur Amazon Prime en location. Puis, en fait, avec Coupé, donc, ce qui arrive, c'est que c'est une chaîne japonaise qui contracte un réalisateur un peu boboche, disons-le, français pour réaliser un film qui va être lancé en direct sur leur plateforme. Donc, le film est tourné en direct. Donc, c'est un peu une manière très casse-cou de procéder. Puis, évidemment, on assiste à tout ce qui peut mal se produire sur le tournage d'un film se produit évidemment en direct. Puis, bon, le fun, c'est de voir comment tout ça est rattrapé. Puis, c'est réalisé, en fait, ça se produit aussi en 2 temps. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que c'est le fun aussi de voir les 2 tons là, qui se produisent dans le film. Mais excessivement drôle, des personnages excessivement attachants. On a aussi une dynamique familiale qui est exploitée pendant le film, qui est très touchante. Puis, je sais pas, est-ce que j'en dis trop ou j'en dis pas assez, JF? Non, ben, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf une chose. Ben non, mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était supérieur à l'original. Et je trouve que tu fais bien de le dire d'un film de Fantasia. On me fait exactement la même chose que toi. On me regardait en me disant un remake. Voyons donc, ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est drôle. L'original était un hommage aux séries B. On peut-tu dire même série Z? C'est-tu série B? C'est plus. Parce que le titre original, c'était Z. Hein? Oui. Ben oui, série remake. B, tout ce qui s'ensuit, là, c'est ça. des E, F, G. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que le remake apporte une dimension critique qui est extrême par rapport à ça, qu'on n'avait pas autant dans la version originale, qui est plus un hommage? Mais moi, j'ai moins senti, mettons, tous les... parce que dans ta critique, tu pointais beaucoup
que le film, en fait, est conscient qu'il est un remake, puis qu'il le dit. Je n'ai pas tant senti ça, mais j'ai beaucoup senti ce qui était le fun aussi, c'est la culture japonaise qui vient se mêler à tout ça avec, avec le point de vue de la productrice qui est là, qui est un personnage aussi très coloré, un des meilleurs personnages du film. Puis que ça, en fait, ce deux tons-là, en fait, cette dualité entre les deux cultures-là, parce qu'ils ne se comprennent pas vraiment. La productrice est évidemment japonaise, elle a un interprète pour parler au réalisateur qui est français. Donc, cette dimension-là, on ne l'avait pas, évidemment, dans le film original. Mais ça fait partie des choses qui, pour moi, ont ajouté une petite couche de plus dans le remake, qui ont fait en sorte que je pourrais dire que j'ai un petit peu plus apprécié le remake, même en disant que l'original est excellent. C'est un excellent film. Dans la première partie, moi, je m'amusais à me demander si c'était volontaire que les noms des personnages, étaient des noms japonais. Ben oui, mais ça, c'est expliqué plus tard, puis c'est ça Oui, qui fait le génie du film. Donc. Oui. Il n'y a rien qui fait du sens dans la première partie, puis tout vient se placer dans la deuxième partie. C'est ce qui est très payant, en fait, dans ce genre de film-là. Il faut être patient. C'est ça, exactement. La deuxième partie, c'est du rire aux larmes, j'ai trouvé, en fait. Oui, Romain Duris, qui est excellent. Comme toujours, mais là, qui joue le jeu, de la folie, finalement. Je veux dire, à un moment donné, il se plie au jeu là, vraiment de façon impeccable, je trouve. Ben, je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites. C'est ça, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Là. Évidemment, je veux le voir parce que j'avais été un gros fan du premier, mais je trouve que ce soit un réalisateur comme Hazanavicius qui s'y penche, c'est vraiment cohérent en plus avec sa filmographie à lui, qui a toujours été dans un cinéma un peu d'hommage. À la base, tu regardes les OSS 117, c'est des hommages des James Bond des années 60, The Artist du cinéma de l'époque du muet. Après ça, il a fait Le Redoutable là, sur Godard, là, qui était aussi, tout son cinéma parle de cinéma, fait que faire un film sur le cinéma de genre comme ça, c'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Là. Mais c'est ça, dans cette optique-là, ça donne un résultat qui est vraiment excessivement sympathique. Puis on se dit, évidemment, le cinéma de genre, c'est tout le temps un cinéma qui est très, je ne veux pas dire marginalisé, mais qui est très qui peut être vu de haut. Là, puis là, tu te dis, tu es un réalisateur de cette envergure-là qui se penche sur ça. Je ne sais pas, ça lui donne des points de plus, on dirait, pour moi. C'est ça, parce que tu sens que ça ne peut pas être un projet de commande justement à cause que c'est un grand réalisateur, puis en plus, parce que c'est cohérent avec sa filmographie, fait que c'est vraiment cool. Oui, mais c'est comme s'il veut jouer aussi avec l'idée remake. On dirait qu'il se moque de notre gueule en disant, regardez, là, je fais un remake, le monde, ils vont penser que je fais un remake, mais c'est pas ça que je fais tant que ça. Là je repense le concept de faire un film. Puis c'est presque, en bout de ligne, une parodie sur l'art de faire un remake parce que dans le film, les personnages ont comme amené des publicités du premier film, One Cut of the Dead, qui existe. Le film, l'original est intradiégétique, il est dans le film. Puis fait que c'est comme si volontairement, il se pliait à la critique ou au regard négatif qu'on a au début avec le remake pour dire, regardez, moi, je vais jouer avec ça, mais c'est tellement drôle, le fun. Il y a de quoi rire aux larmes, comme Marc le disait. Là. Moi, je me souviens qu'il y a une scène où le personnage qui s'occupe de la musique, l'acteur... C'est mon gars. Non, je ne me rappelle jamais de son nom, cet acteur-là qui est si comique. Puis qu'à un moment donné, il parle de la musique africaine en arrière d'une attaque de zombies. C'est hilarant, en tout cas. Ouais. Donc, jetez-vous là-dessus, début octobre en salle. On va en reparler, c'est sûr, sur le site. Parce que ça vaut la peine de voir ça sur grand écran avec les gens, les réactions des gens alentour. On dirait que ça duplique le plaisir. Moi, j'ai trouvé en fait à Fantasia. C'est toujours un peu ça aussi, hein, Fantasia. On se laisse emporter par les réactions de la salle, puis des fois, ça donne des trucs
dans les deux sens, en fait. Oui. Les exaspérations ou les fous rires de la salle, des fois, ça nous entraîne dans des... Puis, ça m'amène au deuxième film que je voulais vous parler, que celui-là, je n'ai pas découvert en salle parce qu'il faut dire quand même, quand on couvre le festival, nous, on a accès à aussi des screeners qu'on visionne à la maison parce que sinon, ça serait, on ne pourrait pas livrer autant de critiques qu'on vous livre. Écoute, je pense qu'on est rendu comme à proche d'une quarantaine, donc peut-être une trentaine de critiques. En tout cas, il y en a beaucoup, là, vous irez voir le site. Bon, donc, le prochain film que je voulais vous parler, c'est un film d'horreur expérimental canadien présenté dans la sélection Underground. Donc, on est vraiment dans un autre registre ici qui s'appelle Skinamarink, qui est un titre pas très facile à se souvenir. Moi, d'ailleurs, j'aurais envie de dire, écoutez, les cinéastes, si vous avez un film que vous aimeriez faire percer, donnez-lui un titre un peu accrocheur. Skinamarink, nous, ça nous dit absolument rien. Mais ça renvoie à une comptine, en fait, des années 70. Donc, ça, c'est un film qui pourrait autant vous exaspérer que vous séduire, en fait, parce que c'est un film très difficile dans sa structure, en fait. C'est composé de plans presque toujours fixes qui filment l'obscurité d'une maison. Et qui fait très attention de ne pas nous montrer les personnages. Donc, on les entend hors champ. On devine qu'il y a des enfants qui se réveillent dans la nuit. On devine que le père a peut-être disparu, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de narration traditionnelle dans le film. Il n'y a pas un scénario, c'est plus des ambiances, des atmosphères. Moi, je suis un grand fan, Chloé, ça va te parler parce que moi, je suis un grand fan de found footage. Puis, ça s'inscrit un peu dans le mouvement found footage, mais j'ai trouvé que ça amenait beaucoup de neuf à ce genre-là. Parce que j'ai jamais vu un autre film d'horreur ou presque abordé de cette façon-là. Puis j'ai trouvé ça absolument terrifiant. Parce qu'évidemment, en s'attardant sur ces plans-là de l'obscurité, tu t'attends toujours à voir un truc surgir, un truc qui arrive jamais, en fait. Puis, c'est comme ça que ça dure quand même 100 minutes, là, c'est 1h40. Donc, quand je dis que c'est une expérience, il faut être prêt, il faut savoir dans quoi on s'embarque, en fait. Donc, pendant ça construit, moi, j'ai trouvé, là, JF a une autre opinion du film, mais moi, j'ai trouvé que ça construisait lentement une espèce de cauchemar. Cette ambiance-là de te réveiller en pleine nuit quand tu viens de faire un cauchemar, puis la télé griche dans le fond du salon, puis que tu penses qu'il y a une présence. Tu as peut-être fait comme... comment tu appelles ça, donc, quand tu es... des cauchemars réveillés, là. De la paralysie du sommeil. Oui, exactement. Tu as peut-être fait un peu de ça, puis là, tu es comme complètement... Ben, ce film-là, je trouve que ça traduit très bien cette espèce de sentiment-là que tu as au réveil. Puis, il y a quand même des scènes qui sont terrifiantes, qui construisent des univers terrifiants dans cette petite maison-là. Puis la finale m'a complètement glacé le sang, en fait. C'est impossible d'aller se coucher après ce film-là si vous embarquez. Là. Jeff, il fait des gros yeux. Jeff, dis donc ton opinion sur ce film-là. Vous ne l'avez pas vu, hein, Raphaël? Oui, moi, je l'ai vu. Oui. Moi, tu l'as vu? Moi, non. OK. Ouais. Ah ben, je suis curieux de vous entendre. Moi, j'ai trouvé que le postulat de départ, comme tu dis, c'est fascinant. Puis ça fait quelque chose de nouveau, un peu au fond de footage, même si je ne suis pas si sûr que... C'est limite. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu as une idée aussi géniale pour ouvrir un film, j'aurais aimé ça qu'on la ferme avec une idée aussi intéressante que le début. Puis je trouve que plus ça avance, plus ça devient n'importe quoi. Mais là, c'est peut-être... Tu sais, je sais pas, j'ai décroché... j'ai décroché en cours de route. Mais oui, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, mais
La fin ne m'a pas du tout glacé. Ah, c'est vrai, OK. En fait, puis de ce que je voulais dire, en fait, que je suis un peu triste de ne pas l'avoir découvert en salle parce que je suis convaincu que j'ai eu quand même des commentaires de gens qui l'ont vu en salle qui m'ont dit que ça avait très bien fonctionné en salle, mais j'ai quand même eu la chance de l'écouter avec de très bons écouteurs. Puis le travail sonore, parce qu'évidemment, tout se passe, si supposons un personnage marche dans le coin, ben, tu ne le vois pas nécessairement marcher, mais tu l'entends marcher. Il y a il y a vraiment une recherche au niveau au niveau sonore dans le film. Les voix, il y a toujours une petite. Tu entends des petites voix qui chuchotent, les personnages principaux chuchotent tout le temps, mais tu as aussi une présence diabolique ou fantomatique qui parle avec une voix très, très que j'ai trouvé très effrayante, mais de l'entendre comme direct dans ton oreille. J'ai vraiment trouvé ça. J'ai vraiment trouvé que ça ajoutait à l'expérience un peu de terreur. Et moi, je Ouais. trouve que c'est drôle, hein? Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que c'est le genre de film, tu vois, que peut-être que les auditeurs gagnent à voir à la maison. Ah, Contrairement, peut-être. parce que je trouve que c'est le genre de film qu'il faut que tu t'assoies et que tu sois prêt à écouter. C'est pas un délire à la trauma qu'on veut Non. nécessairement voir dans un. Mhm. Tu sais, Faut que dans tu aies une les foule en conditions. délire de Fantasia. Là, tu sais. Mais je ne suis pas nécessairement d'accord, parce que, ben, tu sais, mettons, parce qu'à Fantasia, les foules ne sont pas tout le temps en délire non plus, mais pour ce genre de film-là, moi, je trouve qu'ils sont comme très comme lents, puis il faut que tu t'embarques dedans. Genre, être à la maison, je pense que ça peut être un frein pour plusieurs personnes que tu vas avoir tendance à sortir de ton ciel quand il ne se passe rien Ah ou à être oui. distrait, tu Oui. sais. Parce que quand tu es Ouais. en salle, tu es dedans, là. Et je sais pas. N'empêche qu'il se passe, 100%. il faut le dire, là, il se passe absolument rien pendant 1h40, Mhm. mais Absolument pour rien. moi, pour moi, Raphaël, t'en as pensé quoi du film? Ben, moi, je suis plutôt du côté positif, je dirais. Là. Tu sais, je trouve qu'il y a un côté, évidemment, tu sais, Paranormal Activity, si ça n'avait pas été filmé comme un film. Tu sais, parce que Paranormal Activity, mettons, tu te dis genre, hey, une chance que les caméras soient toutes à la bonne place. Hein. Là, dans celle-là, c'est Ouais. un peu moins le cas. Ouais. Parce que justement, tu sais, tout est comme plus ancré autour de l'immersion puis sur l'espèce de peu de réalisme, là, genre de l'expérience. Là. Fait que l'aspect cauchemar, tu sais, moi, je le ressentais vraiment, tu sais, le fait de voir des formes puis tu n'es pas sûr de c'est quoi. Tu sais, ça fait ça aussi des fois quand tu te réveilles puis là, tu vois quelque chose dans le fond Oui. de la pièce puis Exact. genre, mettons, c'est juste du linge sur une chaise, mais ton cerveau le visualise comme quelque chose de un visage ou whatever. Ce côté-là, un peu aussi de travailler dans le film, que je trouvais vraiment cool. Puis quand tu dis travailler sur le son, effectivement, moi, tout, j'écoutais avec un casque, puis il y avait vraiment un côté creepy là, qui était comme qui a du play, mais j'aurais été curieux de voir en salle aussi, justement. Non, moi, c'est vrai que, mettons, à la fin, tu te dis peut-être que il y a peut-être un peu le côté un peu tout ça pour ça, mais je suis quand même plutôt de l'avis que le trajet en a valu la peine, tu sais. Nice, au moins. Bref, si vous êtes un peu plus sympathique à l'expérimentation, c'est peut-être un film qui pourrait vous plaire. Si vous cherchez un autre Paranormal Activity, vous allez détester ça c'est sûr. Malgré qu'il y a des liens, tu sais, c'est filmé, on dirait que c'est filmé à la lampe de poche, à la main, tu sais. Ouais. En tout cas, moi, ça a vraiment beaucoup fonctionné. J'aime beaucoup le cinéma surnaturel. Les fantômes, ça aime beaucoup me chercher. Puis quand celui-là, c'est un de ceux qui a fonctionné pour moi. C'est vrai, tu aimes beaucoup ça. Je remarque. J'adore. Oui, c'est un peu ton créneau. Hein? En tout cas. Ben, autant, ça ne veut pas dire que j'aime tous les films de fantômes. Au contraire, ça fait en sorte que je suis quand même assez critique pour ça, mais ça vient particulièrement plus me chercher. Chloé, j'ai vraiment hâte que tu vois ce film-là parce que je sais que toi aussi, tu aimes beaucoup le surnaturel. Oui. Puis moi, écoute, moi, je passe mes soirées à écouter des vidéos de fantômes sur YouTube, tu sais, les genres de vraies vidéos de fantômes. Là, puis Oui. j'aime ça me terrifier un peu avec ça. Puis ça m'a ramené un peu dans ça, tu sais. C'est jamais bien filmé, hein, les vraies vidéos de fantômes. Non, c'est ça, c'est toujours... Tu vois toujours une ombre un peu, tu es comme, ça pourrait être n'importe quoi, mais avec l'histoire en arrière, tu y crois un peu, mais ça m'a ramené un peu vers ça que... Moi, dans ces vidéos-là... Je vous envie tellement d'y croire. Là. Ben, moi, moi, j'y crois pas. Ça, mais ça me terrifie pareil. Mais je veux y croire. Fait que je peux pas dire que j'y crois pas. C'est ça. Mais, je suis dans le même bateau. C'est ça.
mais je veux y croire. Puis, en tout cas, mais ce qui me terrifie le plus dans ces vidéos-là, c'est quand les poupées ou les peluches vont bouger. Oh my God. Ça, là, ça me... Chloé, un moment donné, si tu as envie de faire un épisode exclusivement là-dessus, là, tu sais, Oui. genre les meilleures chaînes YouTube, en tout cas, j'aurais beaucoup de choses à dire. OK, parfait. Mais je peux-tu me permettre un aparté de 2 minutes parce qu'on parle de films de fantômes, puis c'est un spécial Fantasia, puis j'ai écouté dimanche dernier, j'étais supposée aller voir un film, il y a eu une grosse tempête qui m'a découragée. Donc, j'ai écouté Gunjam de Haunted Asylum pour la 3e fois, je crois. Ah oui, qui avait été Et présenté à Fantasia à l'époque, exactement, il y a je quelques l'avais années. vu. Oui, je l'avais vu pour la première fois à Fantasia. Ça m'avait terrorisée. Puis là, je l'ai réécouté. Ça fait plusieurs fois que je l'écoute, mais je l'ai réécouté encore une fois dans le noir. Comme d'habitude, j'écoute mes films d'horreur dans le noir. Tu sais. Et c'est rare les films qui me font ça. Mais tu sais, là, je me suis dit, je pense que je vais allumer la lumière. Je ne l'ai pas fait. Mais ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit. Donc, c'est ça. Gunjam qui est sur Shudder aussi, si Oui, jamais exactement. vous l'avez pas C'est une vu. nouveauté d'ailleurs sur Shudder. Il vient d'arriver. Mais il est disponible aussi à location numérique un peu partout. Là, mais, il est sur Tubi aussi maintenant, Oh. en gratis. Ah, super. Moi, je l'ai acheté. Personne n'a d'excuses maintenant. Exact. Bon, je pense qu'on peut Who next? demander. Oui, c'est ça, Jean-François, tu veux y aller? Oui. Hey, moi, je vais commencer par... Moi, j'ai vu un film... on a regardé pas mal tous les films d'horreur qu'il y avait à Fantasia et tout ça, mais dans les drames, il y a un film qui me fait particulièrement angoisser. Et le film, c'est We Might As Well Be Dead. C'est assez phénoménal de s'apercevoir que c'est un projet de fin d'études d'une jeune réalisatrice allemande, je crois. Et ça nous raconte en fait les aventures des habitants d'un gratte-ciel, un gratte-ciel huppé qui est comme une tour d'ivoire. Là, tout le monde veut aller vivre là. On suit en fait l'agent de sécurité de ce building-là et suite à la disparition d'un chien, il faut le faire, là, dans l'immeuble, il va avoir une sorte de paranoïa collective des résidents où tout le monde va commencer à avoir peur de sortir, où tout le monde va commencer à avoir peur de tout le monde et à penser qu'il y a finalement, il y a peut-être un psychopathe autour de l'immeuble qui veut rentrer pour les tuer, ou il y a quelqu'un parmi eux à l'intérieur. Et ça a l'air très, très banal comme ça, mais voir le film, je sais qu'il n'y a probablement aucune espèce de lien avec la COVID dans son processus de création, là. Mais de voir un film comme ça après la pandémie, c'était très, très, très anxiogène parce que on voit des personnages qui s'isolent, qui ne veulent pas sortir de chez eux, puis qui, tranquillement, pas vite, on dirait qu'ils perdent la tête, puis en viennent à penser que tout le monde leur veut du mal. Et dans le film, tu sais, la fille de cet agent de sécurité-là, et c'est là le côté où je peux peut-être le lier un peu à l'horreur, c'est qu'elle mentionne qu'elle est frappée par le mauvais œil et elle s'enferme dans une salle de bain. Et vraiment, là, tu sais, et elle dit que si elle sort de la salle de bain, le démon va les foudroyer, va foudroyer probablement l'immeuble et qu'il va arriver plein de catastrophes. Puis c'est en fait une très, très belle métaphore, je crois, de l'agoraphobie dans tous les sens du terme, le film. Mais sérieusement, il y a de quoi d'être anxieux parce que le chien d'un voisin disparaît, imaginez. Puis tranquillement, pas vite, le monde en vient presque à penser qu'il y a soit un meurtrier psychopathe qui tourne autour de l'immeuble, ou qu'il y en a deux qui est peut-être une espèce de fou qui veut. Tu sais, en plus, on ne trouve pas le chien mort, là. Tu sais, le chien, il est probablement juste parti. Tu sais, vivre sa vie tout seul, tu sais. Mais moi, c'est un film qui parlait gros de la lutte des classes sociales, évidemment, parce que pour réussir à avoir une place, un logement dans cette bâtisse-là, bon, il fallait avoir un bon travail, il fallait que les enfants aient des bonnes notes à l'école. C'est complètement
exagéré, même si en même temps, on sait que dans certains cas, c'est un peu ce qui se passe. Puis, moi, ça m'a parlé énormément. Puis le film, je crois qu'il était dans la section caméra lucida. Oui, exact. Et je trouve que cette section-là de Fantasia, on devrait la faire un peu plus mousser à chaque année parce que il y a des trésors dans cette section-là. Je veux dire, enfin. C'est sûr que c'est un film peut-être un peu plus répertoire que d'horreur typique, mais moi, ça m'a causé vraiment une anxiété de voir cette espèce de folie-là où on a peur de sortir de chez soi, où on veut que les clôtures autour soient plus solides. À un moment donné, on se pose toujours l'éternelle question, est-ce que ce qui est un refuge pour notre sécurité ne devient pas une prison aussi? Et moi, c'est ça, c'est un film qui m'a rendu mal à l'aise de A à Z. Puis ça m'a donné quasiment une touche horrifique, même si c'est pas officiellement un film d'horreur, là, mais ça m'a perturbé comme film, puis je l'oublie pas. Puis, tu sais, c'est le style de film que je veux réécouter, puis que c'est sûr que je vais surveiller la sortie DVD ou Blu-ray pour l'acheter. Puis, en tout cas, je le conseille à tout le monde de le risquer. C'est We Might As Well Be Dead. Puis, c'est bizarre. Je suis en train de fouiller d'ailleurs, il n'y a pas encore de date de sortie pour les gens qui seraient curieux de le voir, mais on va surveiller ça quand même de près. Ça a été présenté dans plein de festivals. Puis, écoutez, c'est incroyable. Moi, je suis fasciné par ça. Je ne sais pas vous autres si ça vous fait ça, mais quand on voit un film qu'on trouve maîtrisé, dépouillé, intelligent, puis que tu t'aperçois que c'est le premier film d'un réalisateur, moi, ça m'épate tout le temps. Et là, cette réalisatrice-là, imaginez que c'est son film le film, c'est son projet de fin d'études. Puis là, tu te dis, si là, elle fait ça là, ça va être incroyable, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va apporter comme film, parce que elle était capable de mettre tellement de symboles, de trucs signifiants d'un petit film comme ça, mais j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. En tout cas, tu le vends bien. Désolé. Ah non, tu le vends bien, c'est cool. J'ai vraiment le goût de le voir moi aussi. Là. Et j'ai envie de dire aussi, tu as dit que ça parlait un peu de la pandémie, parce que les gens ne voulaient pas sortir et tout. Là, puis Fantasia est extrêmement marqué par la pandémie cette année. Non seulement il y a des films qui en parlent, mais aussi à chaque Q&A, après chaque film, pour les courts-métrages, les longs-métrages, tous les réalisateurs, les producteurs ont parlé des défis qu'a amené la pandémie, puis finalement ce qu'ils ont dû faire pour contourner, puis réussir à produire leur film au final en 2022, parce que c'est sûr que tous les films qui ont été faits dans les 2 dernières années, il y a eu des concessions puis des difficultés qui sont... Et on a-tu hâte que ça finisse? Ah, mon Dieu! Ah oui. On parlera de The Harbinger plus tard, qui est un film pandémique, mais je pense qu'on ne se peut plus de ce thème-là. Autant on se disait comme, les créateurs, ça amène quelque chose, ça va amener quelque chose de nouveau, blablabla. Mais ça ne nous tente pas de replonger dans ça parce qu'on s'en sort ou on pense s'en sortir enfin. Là. Je ne sais pas si l'avenir va nous dire l'inverse, mais en tout cas, c'est un défi pour les créateurs, mais c'est aussi un défi pour les spectateurs, je trouve. Ouais. Effectivement. Mais oui. Je voudrais juste ajouter, je sais que ça n'a pas... mais on a une conception que la pandémie a peut-être doublé aussi, qui est comme avoir un chez-soi, avoir une maison, un logement où on est établi, c'est quasiment avoir un peu une identité puis s'intégrer. Et quand on arrive avec un film comme ça, qui n'a probablement pas été fait du tout pendant la pandémie, mais qu'on y trouve, c'est sûr, une signification, nous, quand on le voit là, présentement, mais je trouve que ça soulève gros des questions aussi sur ça. Tu sais, il y a des gens qui sont des voyageurs qui habitent dans des petits logements parce qu'ils disent, moi, je voyage à longueur d'année, puis là, avec la COVID, tu sais, là, tu te retrouves pris dans un petit 2,5. Tu sais, je trouve que ça... Je sais pas, tu sais, un film qui nous parle de ça aussi, tu sais, à quel point on s'intègre
dans une société par rapport quasiment à où on vit. Tu sais, Ouais. t'essayes d'avoir une présence dans une classe UP. Puis en bout de ligne, tu devrais te dire s'ils veulent pas de moi, qu'elle se faire voir, mais non, avec la crise, avec le problème, on sait, des logements, avec le. Enfin, bref, j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire, mais je suis peut-être complètement dans le champ. Mais non, t'es pas dans Ça le serait champ, c'est ton étonnant. opinion. D'habitude, tu as un bon œil. Oui, oui, effectivement. On n'est pas toujours d'accord, mais je fais Ah, quand mais même ça fait confiance partie à du ton. plaisir Oui, de parler. Oui. oui, c'est ça. Ton deuxième film, ça, JF? oui. Oui, j'ai pas le choix de vous parler de Speak No Evil. Qu'on pourrait dire, si on voudrait un peu vulgariser les choses, que c'est le funny game de cette année à Fantasia. Ah, Euh, c'est exactement ça, en fait. oui, Même, oui, je crois que Élise, dans sa critique, a littéralement dit le film le plus traumatisant depuis Funny Games. Je veux pas mal la citer, là, mais c'est à peu près ça qu'elle a dit. Tu sais, c'est une famille danoise, on pourrait peut-être dire un couple, parce que les enfants, bon, qui rencontrent en voyage une famille hollandaise, sont en Toscane, il me semble, et ils vont se lier d'amitié en voyage, et finalement, ben, une famille invite l'autre chez eux pour un autre séjour après ces premières vacances-là. Et tranquillement, pas vite, tout ce qui va être des petits détails qui vont causer des conflits va transformer en fait ce rapprochement des deux couples en véritable cauchemar. Euh, le film aurait été, à mon avis, impeccable de A à Z si ce n'est que. Et là, j'aimerais ça, Élise, voir le texte d'Élise à ce niveau-là, parce que je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai ce feeling-là. J'ai pas aimé la réaction des protagonistes dans la dernière. Ah, mon Dieu. Ben, on peut-tu parler du protagoniste principal, là, le père? Non, Tu mais sais, moi, j'ai je veux été dire, embarqué il n'y a dans pas cette. juste à la fin là, qu'il a mal agi. Là. Pour vrai, je n'ai jamais autant détesté un protagoniste de ma vie, je pense. Tu parles du gentil? Oui, OK, le c'est ça. gentil C'est ça que papa. j'allais te dire. Oui, oui. Oui, puis on arrive dans un film intense qui est extrêmement bien réalisé, bien joué. Tout est parfait. Puis la seule affaire que je me suis dit dans la dernière demi-heure, c'est ben voyons donc, ça se peut-tu rien tenter pour essayer de sauver sa peau? Mais au-delà de ça, parce qu'on peut se poser cette question-là dans à peu près 80% des films d'horreur d'aujourd'hui, c'est un film qui nous rend très, très mal. Puis que moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il va en progression. Au début, tout est beau, on est amis, ça va bien, puis tranquillement, ça devient un cauchemar. Et puis en plus, il paraît que le réalisateur s'est basé sur une expérience qu'il a eue avec sa femme, qui ont rencontré un couple en voyage et que bon, en fait, il se serait inspiré de ça. Et c'est très facile, hein, aller en voyage puis se trouver des affinités avec quelqu'un. Moi, j'ai vécu ça un peu. On est allé juste à Toronto, puis on suivait un couple. Puis là, quand j'ai vu le film, je me disais, mais ça me semble c'est très plausible, là. De penser que tu as des affinités avec quelqu'un, puis que là, Mais là, ça surpasse les affinités quand même dans le film, là, mais des malentendus qui font un effet boule de neige, mais qui a déjà enfin quelque chose qui n'est pas normal. Mais j'aimerais ça que tu me parles, Chloé, de ta vision du personnage que tu n'as pas aimé de A à Z. Est-ce que ça t'empêchait d'apprécier le film? Non, pas du tout. Au contraire, c'est parce que c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif du film. C'est un personnage médiocre. C'est une personne misérable, mais c'est voulu. D'ailleurs, à la toute fin, un personnage va dire une phrase qui explique un peu. C'est ça, dans le fond. Ils font rien. Je ne peux pas trop en révéler, mais c'est vrai qu'ils font rien, mais à la fin, le méchant va dire une phrase, puis ça résume un peu tout le film, puis ça dit pourquoi ils ne font rien. Mais une autre chose aussi,
que la médiocrité du personnage principal a amené, c'est un humour, mais vraiment particulier. Je dirais la première heure du film, même peut-être un peu plus, 1 heure et quart, on rit, mais en même temps, on se dit, est-ce que je suis une mauvaise personne de trouver ça drôle en ce moment? Oui, Hmm. oui. C'est- Et je ne sais pas si tu as trouvé ça, toi aussi, mais moi, j'écoutais le film puis je me disais, mais pourquoi cet homme-là admire cet autre? Parce qu'on a l'impression que le personnage principal que tu qualifies de médiocre regarde cet autre homme-là qui vient de nos pays et avec une admiration. Tu sais, on dirait qu'il Oui, le regarde puis qu'il dit, ah, et lui, il réussit à être un homme. oui, Puis, exactement. C'est et, exactement ça. il y a un problème de masculinité d'homme à homme dans ce Mhm. film-là, on dirait. Tu Oui. sais, enfin. Puis pas juste ça, le personnage principal trouve que sa vie est terriblement ennuyeuse. Puis ça, on le voit dès le début parce que chaque scène où il y a une activité mondaine un peu qui se passe, l'activité est accompagnée d'une musique terrifiante, qui est vraiment d'un mauvais présage, tu sais. Puis ça n'a aucun rapport avec la scène, là, tu sais. Je me rappelle plus, bon, c'est quoi l'activité, mais il pourrait être en train de jouer au golf, là. Mais là, tu as une musique, là, comme si, tu sais, il y a un fantôme qui va sortir. Tu sais, c'est vraiment une musique, tu sais, Oui, sinistre. Puis je regardais ça, puis on voit, tu sais, des gros plans du visage du père qui a l'air de s'emmerder. Puis c'est ça le problème, c'est que le père s'emmerde, puis là, il va regarder l'autre père, l'admirer, parce que lui, il a l'air d'avoir une vie beaucoup plus amusante que la sienne, puis il a l'air d'être un homme beaucoup plus homme, beaucoup plus oui, fort. oui. Puis quand l'homme va recevoir, quand que le couple va recevoir l'invitation pour venir les visiter, la femme va dire, ah, ben, c'est bizarre, on ne les connaît pas tant que ça, mais c'est lui qui va dire, ben non, il me semble que ça serait le fun, il me semble que ça nous changerait de notre routine. Puis c'est ça, c'est de sortir de cette routine qui rend l'homme aussi triste. Puis bon, c'est avec ça que l'autre couple va jouer. Mais je sais, je suis peut-être d'accord avec ce que tu dis, que l'objectif, c'est qu'il soit une log de A à Z. Tu sais, il pogne une roche quelque part, essayer d'y lancer, ou je ne sais pas, fait de quoi. Tu sais, j'avais l'impression que dans le dernier 40 minutes, les victimes attendent passivement leur sort et Oui, décrocher un petit peu, juste à cause de ça, mais sinon, le film, je l'ai trouvé parfait. oui. Mais oui, Je- c'est vrai. Mais je pense que ça parle aussi beaucoup du politically correct. Puis d'ailleurs, le personnage en parle au début, il a dit, ah, j'ai rencontré un couple auparavant, c'est le couple le plus politically correct que je connaisse, blablabla. Mais en fait, le film est là-dessus. C'est jusque où il faut rester poli, puis respecter, prévenir de blesser les autres, puis tout ça, parce que à quel point on peut se faire agresser, parler tu sais, de haut, puis tout ça, puis après se faire accuser de toutes sortes de choses, puis dire ah oui, on s'excuse puisqu'on veut préserver l'amitié ou on veut préserver, tu sais, c'est quand est-ce qu'il faut mettre la limite, quand est-ce que c'est de la politesse ou, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, il y a Oui, comme oui, un moment oui. où il faut que tu dises, OK, ça suffit, là, tu sais, ça suffit. Mais c'est ça. Oui, puis tu sais, ça va un peu avec ce que tu dis, mais c'est quand même fascinant de voir que dans leurs espèces d'attaques hypocrites, on pourrait dire morales, ils vont même jusqu'à cibler leurs origines puis s'attaquer Mhm. selon. Tu sais, enfin, je veux rien dire du film, là, mais tu sais, vous êtes comme ça, vous êtes. Ben Ouais. oui, tu sais, Puis tu sais, d'ailleurs, tu parles d'origine, puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que il y a 3 langues dans le film. Il y oui, a le couple, le gentil couple qui est danois, qui va parler ensemble en danois. oui, Le méchant couple qui est hollandais, eux, ils oui, vont parler ensemble en hollandais ou en, je sais pas, je connais pas la langue de l'Hollande, pardon. Mais puis quand que les couples parlent ensemble, ils vont parler en anglais. oui, Donc, en anglais, il n'y a pas de sous-titres.
en danois, pour les gentils, on a des sous-titres, mais on n'a aucun sous-titre pour le hollandais. Là. Excusez mon manque de culture, mais pour quand le couple hollandais va parler ensemble, on n'a aucun sous-titre. Donc, on est un peu à la place des protagonistes à ce moment-là parce que c'est terrifiant quand tu es avec un couple qui parle. Ben, je dis terrifiant, j'exagère un peu, mais tu sais, quand tu voyages, tu es avec des couples d'autres personnes, puis tout à coup, il y a une conversation. Tu sens que là, la conversation est enflammée un petit peu, puis tu as toujours la réflexion, est-ce qu'il parle de moi ou y a-t-il quelque chose d'inquiétant que je devrais savoir ou, tu sais, puis tu n'oses pas demander, t'oses pas, tu sais. Donc ça rajoute aussi beaucoup, je trouve, au côté anxiogène du film. La métaphore de la parole est poussée à un certain paroxysme aussi. Par rapport aux enfants à l'enfant, disons l'enfant, pour pas trop parler, qui est muet. Oui. Et qui a un problème, on dit, oui, c'est vrai, la communication devient l'enfant qui est muet, vecteur d'horreur. C'est puis que sa seule façon de communiquer devient de hurler la nuit, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai, je veux vraiment stresser le fait que si vous êtes sensible, allez pas voir ça, là. C'est extrêmement dur. C'est probablement le film le plus dur de Fantasia, d'après moi. Plus que Mégalomaniac, tu dirais. J'ai pas vu Mégalomaniac. OK. Mais j'ai de la misère à imaginer quelque chose qui peut topper ça. Je pense que c'est à la hauteur de Funny Games, par exemple. Puis, mais quel excellent segue pour parler de Mégalomaniac, par exemple. Oui, effectivement. Personne n'a vu Mégalomaniac, vous ne l'avez pas vu? Ben, je voulais juste vous dire que Speak No Evil va sortir avant la fin de l'année sur Shudder. Donc, c'est prévu pour ceux qui l'ont manqué. Puis je sais que la deuxième représentation est sold out à Fantasia. Fait que on va pouvoir le voir bientôt. Puis juste pour te préciser, Chloé, c'est du néerlandais. Ah, merci. Oui, c'est ça. Je connais plus les langues asiatiques, mais en Europe, j'avoue que c'est pas mon créneau. Excusez mon aparté, on peut revenir à Mégalomaniac. J'ai très hâte qu'on en parle parce que ça m'a mitigé ce titre-là. Mais je sais que, en tout cas, JF moi, Mégalomaniac, j'ai adoré ça. La raison pourquoi je ne voulais pas en parler ici aujourd'hui dans mes deux choix, c'est simplement qu'étant donné qu'il a gagné le Cheval Noir, je me disais, on en entend beaucoup parler depuis qu'on a remis des prix, donc ça me tente de parler d'autres films. Mais Mégalomaniac, c'est un film qui m'a traumatisé. Oh, wow! C'est en fait l'histoire d'un frère et une sœur. Vraiment normal. Le frère est une espèce de tueur en série. OK. Et la sœur est complètement... on a l'impression au début qu'elle est un peu peut-être sa victime dans son ombre, tout ça. La sœur va travailler comme... va faire des ménages, en fait, dans un building. C'est une espèce de concierge. Et à chaque jour qu'elle va travailler, elle se fait violer par à peu près tous les hommes avec qui elle travaille. Son boss le sait, il la regarde se faire violer, mais il dit rien. Et elle décide du jour au lendemain qu'elle a besoin d'un jouet. Et elle va demander à son frère de lui apporter un jouet. Puis le jouet, c'est une fille, une jeune femme qui va kidnapper, qui vont attacher dans la maison et ça va être son jouet. Et c'est une sorte de film complètement... C'est crade, c'est sale, il n'y a rien dans ce film-là, on dirait, qui nous met à l'aise. Et ça m'avait surpris parce que Donald me disait que quand ils sont allés à la projection, puis à assister, il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé le film. Mais en fait, moi, ça m'a complètement rentré dedans. J'ai trouvé ça très bon. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il a gagné le cheval noir. En fait, moi, je te dis, j'ai été mitigé, mais je suis quand même plus du côté positif. J'ai eu des brides de... voyons, le film français, là, j'ai eu des brides de martyrs dans le traitement de la violence parce que c'est tellement cru. La manière dont c'est filmé, la violence est vraiment
difficile à supporter. Oui. Le film aussi s'inspire d'un fait vécu, en fait, d'un fait vécu en Belge, le dépeceur de Mons, en fait, qui avait laissé des femmes découpées dans des sacs à ordures sur le bord des routes. Je pense que je ne connais pas l'histoire. Ouais, c'est ça. Il n'a jamais été c'est un tueur en série qui est resté anonyme. Là. À ce jour, on ne sait pas encore c'est qui. Là. Ça s'est passé dans les années 90 principalement. Puis c'est comme si mais moi, je l'ai pris un peu comme ça. C'est comme si ce personnage-là, je ne sais pas si c'est le dépeceur ou c'est quelqu'un qui reprend un peu le même modus operandi, mais c'était quand même... il y a une narration qui est quand même un peu confuse dans la première moitié du film. J'ai un petit peu de la misère embarquée à cause de ça. Mais je trouve pas que c'est nécessairement un défaut. Là. Je pense que c'était exprès pour dérouter un peu le spectateur. Mais c'est quand même c'est quand même un film à voir là, si vous êtes fan de ce genre de cinéma-là qui est très. Il n'y a aucune trace d'humour là, dans ce film-là. Là. C'est comme tu disais, JF, c'est un vrai film d'horreur, entre guillemets. Là. On sent aussi la présence peut-être d'anciennes victimes dans cette maison-là qui se promènent ou qui sont imaginées par le personnage de la sœur qui est un peu... on ne sait pas si elle est atteinte comme peut-être d'un petit trouble comme... le mot m'échappe. Schizophrénique, tu veux dire? Ouais, mais en fait, on sent qu'elle n'est pas toute là, en fait. Non, Il y a une travailleuse sociale qui vient la voir, puis oui. elle la traite de salope ou je sais pas quoi, puis là, elle est comme, Mais oups, voyons. excusez, c'est pas ça que je voulais dire, puis là, elle commence Oui, genre, puis oui. c'est comme, ah, Comme un qu'est-ce peu que de tu fais là? Tourette, genre. Ouais. Oui, c'est vraiment bizarre. Ouais, elle a certainement un petit problème à ce niveau-là, mais ouais, c'était quand même intéressant. J'ai beaucoup aimé la finale, par contre. Là. Ça prend au trip, mais ça m'a pris un certain temps avant d'embarquer dans ce délire-là, en fait. Marc, Mais- tu te demandais, excusez, si c'était inspiré du dépeceur de Mons, c'est ça, j'ai bien compris. Non, je te le confirme. Tu le confirmes, ok, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai comme pas mal compris le début de ta phrase, j'ai dit, Ouais. ok, c'est bon. Ah, OK. Mais c'est ça, tu sais, excusez. Je trouve que c'est vrai ce que tu dis par rapport au début, qu'on dirait que ça nous prend un certain temps peut-être à complètement adhérer à l'histoire. Là. Tu sais, on dirait qu'on est... mais je me demande si ça vient pas du fait qu'on a lu le résumé, puis qu'on nous a dit que c'était une histoire vraie, puis que on dirait qu'on a toujours peur un peu quand on nous sert un film d'horreur inspiré d'un fait réel, qu'il y ait un côté profiteur, tu sais, qu'on essaye de profiter de ce saut-là, là, tu sais, inspiré d'une histoire vraie, pour nous vendre un film qui serait peut-être Ouais. moins... excusez-moi. Mais, mais tu sais, en même temps, moi, Fantasia, ce que je veux, c'est des films qui me dérangent, des films qui me déstabilisent, des films que je ne verrais pas probablement au cinéma en temps normal. Puis celui-là, dans la catégorie horreur, a pas mal la patte. Il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas vu, là, mais de ceux que j'ai vus, c'est celui qui aurait peut-être la palme horreur cette année, à mon avis. Parce qu'au-delà des 2 secondes comiques que tu dis avec la travailleuse sociale, là, Ben, moi, je n'ai pas trouvé ça comique. J'étais très mal à l'aise, puis j'étais comme, oui, il va arriver quelque chose. Puis il y a un rapport aussi avec la violence féminine, particulièrement dans ce film-là, qui dérange beaucoup. Puis, mais dans le traitement, on sent quand même pas que c'est comme tu dis, un peu profiter d'un fait. On ne sent pas qu'il profite de ce fait vécu-là pour faire quelque chose qui est comme qui est tape à l'œil ou qui est j'ai de la misère à formuler mon idée. non, mais au début, Mais je voulais surtout dire au début, tu sais, quand on sait qu'on va regarder un film qui est inspiré, ouais. on dirait qu'on se dit toujours, ah, j'espère que ça va pas être, tu sais,
profiteurs, qui vont profiter. Je suis désolé, je t'ai interrompu, mais Non, c'est bon. c'est surtout au début. En fait, moi, c'est peut-être pour ça que j'avais de la misère à embarquer Mhm. dans le film. Puis ça m'a fait vraiment me questionner aussi parce que j'ai aimé le film, mais pour moi, c'est pas le film qui m'a le plus plu cette année. Puis ça me faisait me questionner aussi sur tout le processus de sélection pour le fameux Cheval Noir. Tu sais, comment ils sont arrivés à cette conclusion-là, que c'était ce film-là qui méritait, parmi tous ceux qui étaient nommés, en fait, j'aurais été curieux d'assister à cette conversation-là auprès Mon préféré des était jurys. Nexoï, qui n'est pas du tout un film d'horreur. J'aurais très surpris que ça n'allait pas gagner le Cheval Noir. Lequel? Nexoï. Je le prononce très OK. mal, sûrement. Mais oui, c'est très pertinent qu'est-ce que tu dis par rapport aux conversations. J'aimerais ça savoir aussi comment ils font pour choisir les nominés Cheval Noir, parce que je crois qu'il faut qu'un film n'ait pas eu de première. Faut qu'un film soit en première à Fantasia, première internationale. Je veux pas. Marc, tu dois savoir mieux que moi. Sûrement plus nord-américaine, parce que Coupé était dans le shortlist, je pense, puis il avait déjà été projeté. Coupé n'était pas Cheval Noir, je pense Non? pas. Oui, il était Cheval Noir. Oui? Oui. Ah, OK. Faut, je pense, une première nord-américaine Nord-américaine. pour être Cheval Noir. Une affaire comme Ah, ça. ben, t'as raison. Coupé était Cheval Noir, première nord-américaine. Je sais qu'il y a des critères spécifiques, mais je ne veux pas me mettre les pieds dans la bouche. Non, c'est ça, mais on peut quand même les questionner, tu sais. Parce qu'en Mhm. tant que festivalier, on regarde la liste Cheval Noir, puis on se dit souvent, ces films-là méritent d'être vus, sont Cheval Noir, mais des fois, ils sont peut-être Cheval Noir juste parce qu'ils sont en première nord-américaine, puis des films meilleurs, tu sais, le sont pas. Je trouve que on peut, Ben oui, tu en sais, tant que festivalier, on peut se poser vraiment des questions par rapport à ça, des fois. The Harbinger et Cheval Noir, tu sais, puis je veux dire... Oh my ben, God. on- Quelle horreur. J'arrête pas de dire on reviendra à ça plus tard, mais tu sais, c'est pas un film qui est du tout marquant, même si Hey, Chloé, tu as fait une bonne critique du film. Marc, Ouais. excuse, je ne veux pas te couper encore une fois, mais je veux vraiment entendre ton opinion par rapport à Mégalomaniac sur la représentation des hommes. Est-ce que toi, ça t'a fâché un certain... Mais si ça m'a fâché en tant qu'homme, Non, oui, mais quand même, on est dans un film où est-ce qu'il y a un personnage masculin qui est normal? Est-ce qu'il y a un personnage masculin qui n'est pas un violeur psychopathe? Je veux dire... celui qui est le plus normal, c'est celui qui est complice quand même des viols parce qu'il les voit puis il les dénonce pas, donc il est aussi coupable finalement que les violeurs. Mais ce qui m'a le plus, ce que j'ai trouvé entre guillemets le plus fascinant dans le film, c'est que, puis là je ne veux pas trop en dévoiler, mais dans le dénouement, en fait, il y a une espèce de confrontation entre tous ces hommes-là. Puis je me retrouvais à prendre pour le tueur en série. Puis là, j'étais comme, ben là, je peux pas être de son bord. Fait qu'il y a cette dynamique-là qui était vraiment intéressante dans le film, qui rend aussi très mal à l'aise de vouloir voir le tueur en série s'en sortir. Fait que, ouais, c'est intéressant, mais non, ça m'a pas. En fait, il y a absolument personne de normal dans ce film. Fait Non, que c'est vrai, autant c'est homme vrai. que femme, Mais peut-être tu sais, à part la on victime, justifie. mais C'est comme comment? la sœur, à un moment donné, bon, on justifie, elle a probablement peut-être un peu une maladie mentale, elle est Oui, c'est traumatisée ça. par son environnement. Tu sais, à force, à un moment donné, d'être agressé, puis Mhm. agressé, puis agressé, peut-être qu'on devient fou, tu sais. Ouais. Mais les hommes, dans le film, j'ai trouvé ça... j'aimerais ça voir un film, à un moment donné, où un homme va peut-être justement, tu sais, parler aux autres hommes et dire, hey, ce que vous faites, ça n'a pas de sens, tu sais, parce que c'est Ouais. ça qui arrive un peu dans la vie des fois, là, je veux Au, dire. au début, il y a ce fameux personnage-là qui est témoin, qui prend un peu la défense de cette femme-là, mais Oui. au final, au final, c'est assez faible. On dirait Au qu'il prend son moins, pied à les regarder, tu sais. ouais, presque. Je peux-tu Bref, rebondir sur ce que vous êtes en train de dire? Parce que je n'ai pas osé en parler tantôt, mais on parlait du personnage misérable dans Speak No Evil. Mhm. Puis j'ai remarqué que récemment,
j'en ai vu beaucoup des personnages masculins qui font pitié. Puis pas d'une façon où on a de l'empathie, d'une façon où c'est Pathétique. pathétique. C'est exactement, c'est le mot que je cherchais. Des pères particulièrement pathétiques. Puis là, le premier qui me vient en tête, c'est Psycho Gorman, parce que ça m'a fait particulièrement marqué. Quel drôle de Là, lien. ben oui, mais je passe ailleurs complètement, mais j'ai trouvé que récemment, il me semble que j'en ai vu beaucoup. Je pense que ça comme ça, mais mais avec tout le discours qui est de plus en plus présent sur la masculinité toxique, puis sur tout ce que l'année de MeToo aussi, je pense que il y a ça aussi qui s'est comme un peu inscrit dans le zeitgeist, là, au-delà de tout le mouvement qui a été fait pour dénoncer, puis tout ça, il y a aussi le fait de comme, essayer d'aller dans l'éducation. Puis je pense que c'est un peu dans cette lignée-là aussi, de montrer les ravages que ça peut faire un peu, genre cette espèce de masculinité toxique sur les gens. Là. C'est un peu aussi le principe de les hommes, vous avez eu votre moment maintenant. Oui, exact. C'est de vous dépeindre à quel point vous pouvez être aussi pathétique, en fait. Mais c'est très dans l'air du temps aussi, dans ce qui se fait dans le cinéma, là, évidemment. J'entends, des fois, je lis des commentaires sur je fais un autre aparté, là, mais les gens associent beaucoup ça au mouvement woke. Là. Ça me fait un peu friser les oreilles d'entendre ça. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes un peu tout ce qui se fait, même à Hollywood, c'est vraiment de redonner le pouvoir à la jante féminine. Puis c'est pas propre, je veux dire, c'est pas propre du mouvement woke. Non, c'est ça. Malgré que... Dépicter toutes les réalités, là, parce que c'est sûr que s'il y a juste des hommes qui mettent en scène des hommes, probablement qu'ils vont être mieux dépictés. Les hommes moins agréables, puis moins... je ne vais pas me faire lancer des roches, là, mais tu sais, je veux dire, dans les deux sexes, il y a des gens pathétiques. Sauf que si c'est juste des hommes qui font des films, on ne les verra pas, les hommes pathétiques, parce que c'est au moins peut-être, là, ou j'en pensais pas. La seule affaire que je veux dire, je réagis juste au fait que peut-être qu'au contraire, les hommes vont pouvoir en parler mieux. Oui, c'est parce vrai. qu'ils sont moins blessés par la chose. Et je pense que le film Man, qui est sorti cette année, est probablement le film MeToo le plus beau qui a été réalisé et qui est fait par un homme et qui est tellement juste à tous les niveaux. Mais tu sais, je veux dire, un artiste est un artiste, il va en avoir des bons, des pas bons, mais je pense qu'il serait temps, oui, que les hommes n'en fassent des films sur ça, puis que ce soit peut-être pas juste des films pamphlets faits par des femmes, mais que ce soit des films où on le dit que c'est là. Puis que ce serait le fun de voir aussi dans des films des hommes qui réagissent, puis qui, face à d'autres hommes qui sont des ordures, on peut le dire, de voir des hommes, je sais pas, réagir, puis pas accepter ça. Tu sais, ce serait peut-être quelque chose qu'on devrait mettre au cinéma pour essayer que ça arrive dans la vraie vie, tu sais. Parce que là, on a mis l'accès sur la dénonciation qui est très importante, mais si, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit à ça, puis prendre action contre ça? Oui, puis non seulement ça, je veux dire mon côté féminin, on dirait que quand que, tu sais, bon, je reprends Psycho Gorman en exemple, je veux dire, le père, j'en ai connu des hommes comme ça, là, ils font le strict minimum, puis ils s'attendent à ce que tu leur lances des fleurs, là, parce que, tu sais, puis tout ce que ça fait, c'est causer une extrême frustration. Tandis que si, Jeff, comme tu dis, il y avait un homme beaucoup plus positif dans le film qui viendrait, tu sais, avoir peut-être une discussion un petit peu plus, là, ça ferait, ouais, c'est vrai que, tu sais, on dirait que là, ces temps-ci, je trouve que les représentations négatives des hommes, il y en a eu beaucoup, puis je me demande si ça fait pas plus de tort que de bien en ce moment. Ben, c'est un retour du balancier qu'il va y avoir un moment donné éventuellement aussi. Pendant tellement longtemps, ça a été genre
la glorification de personnages moralement douteux. Tu regardes des films des années comme 90, mettons, genre Pretty Woman, le dude, là, c'est une petite grosse marde, là, puis c'était vu comme le film d'amour par excellence. Tu sais. Puis, genre... plus près d'ici, je suis en train de réécouter Fortier. Les personnages des 2 enquêteurs principaux, là. Ça me fait tellement rire avec ton Je sais. Mais c'est quoi, c'est Méran, puis en tout cas, ils sont sexistes, dégueulasses, pas vrai. C'est quoi, c'est 2004? C'est inacceptable aujourd'hui, les propos qu'ils ont, puis les actions Mais qu'ils font. c'est pas dénoncé dans Fortier, c'est comme un fait courant, en fait. Men, boys will be boys. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Mais c'est pour ça que je veux dire que c'est pas un reflet d'un courant, c'est un reflet d'un courant comme d'un courant woke, c'est un reflet de la société en général. Puis comme vous dites, il y aura éventuellement un retour de balancier. Puis je pense que ce que tu dis, JF, on va peut-être le voir plus souvent dans les prochaines années, mettons. Mais c'est super intéressant comme discussion. Je pense que même on pourrait faire un podcast complet là-dessus. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet de base. Oui. Non, mais c'est ça aussi, les podcasts non scriptés. Hein, on peut se permettre des tangentes. Mais il reste qu'on comprend que les femmes, à un moment donné, veulent faire des films dénonciateurs. C'est tellement inacceptable la manière dont les femmes ont été et sont encore traitées, parce que je pense pas que ça a aidé tant que ça, moi, le ça n'a pas changé tant que ça. Malheureusement, mais enfin. Il reste que moi, j'ai écouté Men avec 2 femmes, puis qu'après le film, on me dit ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui parlait de nous en bout de ligne, puis que je me retrouvais comme ça dans le film. Fait que c'est un film qui est fait par un homme. Fait que les hommes sont pas tous des brutes, incapables de comprendre non plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, moi, j'ai la chance, dans le milieu de l'horreur, c'est un milieu très masculin. Là. Oui. Puis, j'ai la chance d'avoir des très bons amis hommes autour de moi, des personnes qui sont très saines, qui sont féministes, qui reconnaissent la cause des femmes. Puis, mais j'avoue que des fois, en regardant les films, parce que comme tu disais, Marc, il y a eu la glorification des hommes toxiques dans le temps. Aujourd'hui, il y a la dénonciation des hommes toxiques. Puis là, en ce moment, là, des fois, je regarde ça et j'ai l'impression que c'est trop. On dirait que les hommes toxiques, là, je suis curieuse d'en voir. J'ai envie de voir, tu sais, des gens comme vous autres. Des hommes qui sont sains, qui sont des bonnes personnes, puis qui respectent tous les sexes, tous les genres. Puis, mais dans le cas de mégalomaniaque, par contre, c'est pas ça. C'est pas le cas. C'est pas ce qu'on montre. Là-dessus, je pense qu'il serait temps de conclure notre premier épisode de Rétrospective Fantasia avec évidemment un des morceaux qu'on attendait tous, là, notre entrevue avec Andy Mitten, le réalisateur de Harbinger, qui justement aussi réalisé The Witch in a Window We Go On, qu'on avait beaucoup aimé. Peut-être avant de lancer l'entrevue, j'aimerais ça faire un petit rapide tour de table, parce que je sais qu'on a tous vu, pour dire qu'est-ce qu'on a aimé un peu du film et qu'est-ce qu'on nous a moins plu, puis on écoutera l'entrevue après. Fait que peut-être que je te lancerai en premier, Chloé, vu que c'est toi qui as fait la critique pour Horror Québec, puis que c'est toi qui as fait l'entrevue. C'est quoi ton point de vue sur The Harbinger? J'ai trouvé que c'est un film sans ambition, mais qui atteint la cible. C'est-à-dire que c'est pas un film qui m'a jeté à terre, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a diverti. Par contre, ça révolutionnera pas le cinéma. T'sais? Mais les acteurs sont bons. La réalisation est très bien. Les thèmes sont intéressants. C'est pas très effrayant. Ça, j'avoue que ça m'a pas vraiment effrayé. Il y a une boucle. T'as le début, puis on y revient à la fin. L'histoire était quand même bien développée. Le scénario est bien écrit. Mais ça reste, pour moi, un 3.5. Voilà.
c'est ça. Ben, le gros problème du film, en fait, c'est que tu l'as dit, c'est que ça suscite aucune émotion, que ce soit la peur, le rire, l'empathie, la peine. On regarde ça un peu très passivement, là. Tu sais, peut-être que toi, tu avais une autre idée, JF, mais en fait, moi, The Harbinger, euh, je l'ai écouté parce que je savais qu'on allait en parler au podcast, parce que sinon, ce film-là, ça m'intéressait aucunement. Je ne l'aurais même pas écouté. Les films de pandémie, comme on a dit plus tôt, je ne suis plus capable. J'ai plus envie de voir. Là, en plus, on a des actrices avec des masques d'en face. Là, c'est comme, je sais qu'ils C'était l'enlèvent, là, épuisant à mais. regarder. Puis, l'image du docteur de la peste, c'est quelque chose que je trouve excessivement quétaine. C'est quelque chose qui me terrorise absolument pas. S'il y a un truc qui arrive comme ça dans ma chambre, je vais comme faire genre. Je vais peut-être partir à rire, je sais pas, ça marche pas avec moi. C'est un peu toute l'imagerie un peu cyberpunk qui est alentour du docteur de la peste, ça marche pas pour moi. Mais il faut Puis, admettre que c'est quand même avec le thème. C'est un film dont le thème mais principal, c'est c'est la ça. pandémie. Ça marche avec le thème, mais le thème me parle pas. Le monstre me parle pas. Le monstre, il y a 2, 3 apparitions. Je sais pas. Je sais pas, en termes de cinéma d'horreur, c'est très faible. En fait, je vais laisser la Cinéma parole trop. à. Je vais laisser la parole à Jeff parce que j'ai rien à dire sur ce film. Ben, tu sais, moi, Chloé, tu dis que c'est dans les thèmes et tout ça, mais genre, je suis pas d'accord parce que on a eu des films horreur Québec, là, Marc, tu le sais. Sérieux, on a eu sûrement 50 films où c'est des personnages qui sont enfermés dans un appartement et rien n'arrive. Dans les vidéos sur demande qu'on a critiquées là, dans les derniers mois. Puis, non, le thème, c'est oui, la COVID, mais il y a moyen peut-être de l'aborder avec soit un regard critique, avec soit un regard intéressant par rapport à la réaction des gens. Et il n'y a rien dans ça, à part le fait qu'on nous dit on est en pandémie, on ne peut pas se donner de bec, on va s'en donner un pareil. Tout le monde n'est pas un réalisateur de haut calibre pour filmer dans un appartement pendant 1 heure et demie puis que ce soit le fun. Hein, et j'ai trouvé que c'était ennuyant. J'ai trouvé que, bon, j'avais pas aimé non plus, je pense, le premier film de ce réalisateur-là. Je veux le dire aussi, là, c'est peut-être lui qui est pas Il ma. y a We Go On, The Witch in the Window, C'est il y a ça. The Yellow Brick Road aussi. Moi, j'avais adoré The Witch in the Window. Ouais, moi aussi, Witch in the Window, puis We Go On aussi, j'avais beaucoup aimé. Ah, c'est ça, peut-être qu'il y a ça aussi, à un moment donné, mais tu sais, je sais pas, tu fais un film, il faut un minimum. Si tu as de la misère à bien filmer, si tu as de la misère à aborder un thème correctement, si la COVID fait que tu as un problème de budget et d'acteurs sur place, que tu n'es pas capable de mener quelque chose, mais tu sais, fais-le pas. Puis, mais tu sais, en même temps, tout est une question de goût. Hein. Regardez, moi, j'ai adoré. Un des plus beaux films sur la COVID que j'ai vu, c'est Dashcam, que personne ne semble avoir aimé nulle part. Non, mais il faut que je l'écoute. Puis, parce que j'ai trouvé qu'on montrait les deux côtés. Les obsédés du masque, c'est-tu trop? Ceux qui sont enfin, on montrait. C'est intéressant parce qu'on arrive à la COVID. On t'entend plus, JF. Ouais, on t'a Allô? perdu. On t'a Il perdu. faudra que tu recommences. Ah, je suis là. Ouais, il faudra que tu Ouais. recommences. Juste qu'on Ok, on t'a perdu genre 30 secondes. Je trouvais que dans Dashcam, on montrait vraiment des conséquences et le monde dans lequel on a vécu pendant la COVID et non pas juste de survivre dans un appartement. T'es encore perdu. Oui, parce que là, vous avez gelé. Ouais. OK. Non, c'est ça, tu sais. Je trouve que dans des Harbinger, on montre la COVID, on montre qu'on est confiné surtout. Puis, tu sais, c'est tous les films qui sont intimistes. À la limite, on pourrait dire que les gens sont confinés. Mais non, j'ai pas vu
J'aurais aimé ça, tant qu'à parler de la COVID, parlez-moi du fait qu'il y en a qui ne veulent pas porter de masque, puis il y en a qui veulent les. Parlez-moi là, des conflits juteux que la COVID a apportés. Puis le film ne le fait aucunement. Un petit peu quand même. Il y a très subtilement. J'avoue, très subtilement, mais il y a le thème du masque. Ah bon. Oui, le thème il est là. Mais je veux dire, dans, mettons, Dashcam, qui est un très, très petit film, on s'entend, on en parle, mais on ne sait pas trop si c'est l'héroïne, c'est pas une complotiste. Puis on fait des commentaires sur les deux côtés. Si tu as trop peur et tu ne sors pas du tout, est-ce que c'est mieux que si tu sors et que tu fais comme si. Il y avait comme un. On ne peut pas dire qu'il y avait un très gros. Donc, c'est un petit film là, Dashcam. Je ne veux pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, mais j'avais quand même l'impression que le réalisateur mordait à belles dents avec tout ce que la COVID apportait comme conséquence puis comme problème. J'ai trouvé ça super intéressant, moi, voir un aéroport, des airs. Le gars, il n'a pas juste filmé d'un appartement là, dans Dashcam. Puis moi, un peu comme Marc aussi, je veux dire que Diarbegnan, avant de l'écouter, je l'écoutais de reculons. Ça ne m'inspirait aucunement. Puis Il y a une autre chose aussi qui m'a un peu agacé dans le film, puis je pense que ça va faire le lien avec votre entrevue parce que je pense qu'il voulait aussi parler de cette peur de se faire oublier. Oui. Puis c'est la première phrase qui est dite dans le film I don't want to be. La fille, elle se réveille, puis, ou elle se réveille pas, elle se réveille d'un cauchemar, puis la première chose qu'elle dit, c'est I'm afraid to be forgotten ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, mais voyons, là, c'est quoi ça? Qui se réveille, d'un coup? Genre, je croyais pas. Puis c'est comme s'il voulait nous annoncer le thème de son film dès le départ. Puis je comprends pas. J'ai zéro compris le lien entre la pandémie et la peur d'être oublié. Sinon que tu peux pas voir tes proches puis que tu es dans. Mais pour moi, ça faisait pas en de fait, sens. Je pense que c'est un peu ça, genre le fait de comme être oublié puis de mourir, personne s'en rend compte ou whatever. c'est genre, ça. C'est parce que parmi les centaines de millions de personnes qui sont mortes dans la pandémie, je veux dire, ceux qui sont morts seuls, il n'y a aucune trace d'eux. Mais à la place, c'est la peur de mourir seul, mais la peur d'être oublié, je sais pas. Quand on meurt, que ce soit la pandémie ou pas, on est tous éventuellement oubliés. Cette peur-là est indépendante de la pandémie. Je ne comprenais pas le lien vraiment direct avec la pandémie. Je pense que c'est comme augmenté parce que avec la pandémie, les morts devenaient comme des numéros, des statistiques. C'était un peu déshumanisé. Je pense que c'était un peu ça, l'idée en filigrane. Peut-être qu'il va mieux me l'expliquer dans l'entrevue que vous savez. J'y ai effectivement posé la question dans l'entrevue, donc vous allez pouvoir. Vous avez aimé, je ne veux pas rallonger le sujet, mais à part Marc, Raphaël et Chloé, vous avez aimé? Moi, je suis d'accord avec Chloé que c'est ça. Je suis plutôt positif. Là, mettons, il serait justement un genre de 3.5, entre 3 et 3.5 de mon côté. Peut-être plus 3. Je pourrais rajouter un truc qu'on n'a pas dit, mais l'actrice principale, j'ai trouvé vraiment bonne aussi. Oui, absolument. Je trouvais qu'elle a vraiment livré une belle performance. Puis, c'est ça. Moi, je n'allais pas reculons contrairement à vous, parce que The Witch in the Window, c'est un film auquel je pense souvent. Là, j'avais beaucoup aimé. Fait que j'étais curieux de voir ce qu'elle allait nous offrir cette fois-ci. Je n'ai pas encore vu We Go On, mais ouais, c'est ça. Je pense que tout a été un peu dit. Là. Si je rajoutais des choses, je pense que je serais dans le Reddit, mais je trouvais que effectivement le thème n'était peut-être pas suffisamment abordé. C'était peut-être un peu en surface. Peut-être que la bébête n'était pas extrêmement effrayante non plus, mais je trouvais que pour le truc, ça faisait le café quand même. Là. J'ai passé le film mais resté en tête. J'y ai repensé par la suite. Ça m'a laissé quand même une petite marque. Là. J'ai bien aimé. J'adore cette expression-là. Ça faisait le café. Désolé. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Moi non plus. Moi aussi, c'est allé. Peut-être une affaire de Québec. Là. Je pense que si vous avez aimé The Witch in the Window puis We Go On, ça vaut la peine de l'écouter. Sinon, comme petit film de mercredi soir. Mais attendez pas à être renversé. Mais c'est divertissant. Voilà. Il arrive sur Shudder, celui-là, je crois. Je ne me trompe pas. Je pense que ces deux autres. Ces deux autres ont été sur Shudder, mais je pense que là, il reste juste We Go On, je crois.
mais sont disponibles de toute façon sur une plateforme quelconque. Je vais visionner. Ouais. OK, on écoute l'entrevue là. Hi, Mr. Mitten. How are you? Good. Okay, so my first question is, okay, so most horror and thriller movies talk about death, but the main theme in The Harbinger is the fear of being forgotten. And in We Go On, it talks also about the fear of death. So I was wondering if you could talk about why this theme is so prevalent in your movies. Well, I mean, We Go On felt like the more universal version of that fear, the sort of just mortal fear I think we all carry through our lives and spend most days just not dealing with or discussing and figure out I'll get to it down the line. And I feel like with The Harbinger, with what's been going on in the world the past few years, for me, my sense of that mortality fear evolved. Especially as I spoke to people who were more isolated than I was during the time, because our lives and our identities, I think we realize more than ever, are dependent on our connections and our ability to connect in person with each other and to be able to help the people we love when we need them and not be stuck in our individual bubbles. And I think a lot of people who were stuck in those bubbles felt their identity sort of dissolving, and that old mortal fear evolved into something more existential, more, the feeling of being sucked out of your life, like holes are being punched in the world and people are disappearing from the world and we can't even acknowledge it. It's happening so fast. So I thought a lot about that during, this script came out of me in a burst in July of 2020, when I think we were all feeling the weight of that. And I wanted to use it. I didn't want to write about it directly on the nose, but I wanted to use that as the fuel for the engine of a new story, and see what I could squeeze out of it. So I guess it's just something, that I'm interested in, that my muse clearly circles back to, and sometimes my muse has a mind of her own. Okay, so it's more because I thought I checked today, this morning, the stats, and there have been 567 million people that has died from COVID. And I thought maybe you were talking about the individual lives that will be forgotten amongst the high number of death, because there was so much death in the last 2 years that those individual life will be just forgotten. Like you said, if everybody is isolated, then what will remains? It's Exactly. more okay. That's exactly what I'm thinking about. It's just we can't process or contain or acknowledge or honor that amount of loss at the same time. And every soul, every life deserves that honoring, that respect, and you feel. The dissolution of that is terrifying to me. And as deep as that goes for me, it was important to me to make something that was also, a horror film that I would have wanted to see when I was, 12, 13 years old, like to deliver the goods of a horror film too, and see if I could weave that together. Okay, great. Okay, next question. I was wondering about Crystal, the neighbor. She's always present, but never really involved. She never wears a mask, and she's angry most of the time. So I was wondering what represents this character in the movie. Well, it was during a time, I mean, I guess we're still in that time to some degree where, the sort of anti-vax, it's a host, I'm going to breathe my own air. We were not going to be compliant to Big Brother, that sort of mentality. The way that was getting in the way of common sense and getting in the way of our ability to care for one another. It was frustrating, and it was everywhere. And I didn't want it to take over the movie. So I tried to put that at the right size, like it's kind of a grace note in the story, that hopefully doesn't wander too far into the, overtly political. But I had a lot of feelings about that. I think at the time I was writing, I needed my Crystal to sort of acknowledge. And at the same time, though she goes away sort of midway through the movie, her contribution ends early. She has a short little arc, but I do try and acknowledge
some empathy for her. It's not just a judgment, or we have some moments with her where we're looking directly into her eyes and seeing her own conflict and understanding that we all have our own fears and our own point of views on this. And it's more complex than we might think, as angry as we are. And we see that she's thinking when the child dies, we see something is happening in her eyes. She's changed a bit. And then we don't see her for the rest of the movie. So I guess we can hope that she'll have her own. I hope so. I do hope that for Crystal. Okay, great. Okay. One of the most annoying thing for me in a horror movie is when one of the characters believes the supernatural story too quickly, or on the contrary, when they don't believe it at all until it's too late. And I like what you did in this movie, because you overcome this problem when Mavis asked Monique, pretend that you really believe me. What would you do? So we never know if Monique believes it or not, because she's acting like she does, but at the same time a bit not. But since she wants to help Mavis, then she does what she's asking. And I thought it was great. So I was wondering how you came with that dialogue line. I think I came to it from exactly your perspective. I think we share this in common. That's like one of my annoyances too. And as a writer too, I always get to that point. I'm like, this isn't fun. We're sitting at a horror movie. We all know it's going to be real, or this movie would be terrible if it was all just fake, but realistically, we know that, reasonable characters will have skepticism. So someone taking a leap of faith in their friend and honoring that request sort of built me a bridge to get to the point where she couldn't help but believe it, because it's happening to her now. So I got over that hump. That's just one of my things too in horror. That, and sort of like the research element, it's part of the reason people disappear, or I dealt with the thing about forgetting, because usually when someone disappears, then you have to bring the detectives in, and there has to be all the research, and that's the other thing in genre movies. And I'm like, this isn't what I'm interested in. So when you get to skip all that stuff and propel the story forward, I feel like it gives a good energy. Great. Maybe my memory is short, but I got the feeling that the representation of the pandemic was a bit gloomier in the movie than it was at the beginning and still is in the reality. So am I wrong to think that maybe the movie represents a future where the pandemic has gotten even worse, or? Interesting. Well, it certainly speaks to the future, and the idea that whether it's the next wave, or whether it's just the next trauma, or the monkeypox, or the whatever, whatever ecological devastation, whatever it may be, that there's certainly the theme in the movie of worse things coming. But that said, I do think that one of the places in the world it was that gloomy at the time was in New York City, in Brooklyn and Queens, and the places where the hospitals were literally overflowing. It's something I talked a lot about with my sound designer, Dan Brennan, who's been a close friend of mine my whole life. And he was in Brooklyn during the worst of it, when the National Guard was in town, and we didn't really have a footing for what we were dealing with. And the life of New York and the sort of buzz that you constantly feel outside the windows had been deadened and was replaced by a constant string of ambulance sirens. So we really tried to work that into the film. It's funny because usually you're trying to get the sirens out of your movie because they were recorded accidentally. In this movie, we were putting them in on purpose to try and create that feeling. So I think that's generally true, but I think New York was unique. And that's part of the reason I was interested in putting it there. Okay. Oh, really interesting. But like I said, maybe I am forgetting fast. That might be wise. You might want to run with that short memory in this case. Yeah. So last thing I want to ask you is about the form of the demon. So you chose a plague doctor. I thought also the beak is reminding of the scythe of death. The tool. Yeah. So
of course, you chose this because of the pandemic. So, but is there more to it? Why choose this form? I think that before the pandemic, I was always frightened of this image. I think I saw pictures when I was young, or before. Sometimes we see things that aren't it, but remind us of it, like Spy versus Spy cartoons, or that idea of almost the bird's head, the appearance of like the bird-like head on a human body, and then learning what it's functionally for. To me, has always struck me as uncanny. That's one of my favorite words in horror, and one of the keys to what, so it's not something that's well explained, but it's more something that's intangible. It's that thing that's wrong and you don't quite know why, that gets to be scary and also strange. And I thought if I went this direction with my bad guy in this, that I could keep him more mysterious, more veiled, because the demonic realm of horror lets you do that. But then he's also the designer of the dreams. And so that's not, I'm not completely dependent on that image. I get to keep it in reserve because he can wear many faces and he can take on many voices. And so that created a bit of a playground for me to work in when dealing with the dream sequences and imagining how he might bring everything to pass. Yeah, well, that's great. I loved it. It hits the, I don't know if you can say that in English, but it talks to the imagination. This the plague doctor, I think we've all been a bit traumatized by this by this image. Yes. So that's it. Thank you very much for your time. And Thank you.